Je m'appelle Benio Pérez, je suis spécialisé dans l'image 3D. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'industrie du cinéma et depuis peu je collabore avec Intech sur le développement de projets immersifs et interactifs. Au niveau du background, j'ai travaillé sur plus d'une trentaine de films au niveau des effets spéciaux, l'animation 3D, pour certains de la réalisation. On a eu la chance de gagner des prix internationaux, César, Oscar, nomination encore aux Oscars en 2023. Ce sont des collaborations internationales, donc ce sont plusieurs studios en même temps qui collaborent pour développer un projet, et ce qui permet d'avoir une très haute qualité au niveau visuel. Aujourd'hui, je me dédie spécifiquement à utiliser l'image de synthèse, la 3D, mais aussi intégrer des éléments immersifs et interactifs. Et je vais vous montrer 3 projets avec lesquels on a collaboré avec Intech qui illustrent ces travaux. Le premier projet, c'est Lost Ocean. On parle des jumeaux numériques. Le deuxième projet, c'est le cinéma XR, tout ce qui est cinéma interactif ou étendu, où on peut immerger le spectateur dans un environnement interactif. Et le troisième, c'est le fil digital. C'est comment, avec ces technologies immersives, on peut mélanger des éléments physiques, des technologies de jeux vidéo et des technologies de cinéma pour créer des environnements immersifs qui sont faciles d'accès pour le grand public. Quelques images des projets. Ceci, c'est un projet en cours de développement. Et le fil digital. Alors, on commence par le projet Lost Ocean. C'est un projet qui a été développé avec le Fonds national de la recherche au Luxembourg, le Musée d'histoire naturelle, Intech et Immersion Space. Dans ce projet-là, on a reconstitué un environnement à partir de fossiles qu'on a trouvés ici dans la région, des fossiles qui ont été découverts par les paléontologues, et on a aussi collaboré avec l'Université de Liège pour reconstituer des espèces qui ont disparu il y a 183 millions d'années et essayer de faire un projet qui est le plus accessible pour un public large. Alors, on va passer en revue un peu les différentes étapes de création du projet. Je vous montre en images les visuels. Oups, pas de son. Au niveau des visuels, ils ont été générés avec un logiciel qu'on appelle Maya Autodesk. Au niveau de l'animation, ça a été généré avec Unreal Engine. Et le compositing et le rendering a été généré dans Unreal Engine. C'est une image qui tourne en temps réel et qui permet d'implémenter des interactions. Ceci, ce sont les espèces qu'on a reconstituées. Au total, il y avait une quinzaine d'espèces qu'on a, on a créé des jumeaux numériques de ces éléments-là. Je vous montre les dessous un petit peu du travail. Par exemple, pour le lichosaure, les paléontologues ont retrouvé des fossiles où la peau était fossilisée. C'est-à-dire qu'on a eu des informations scientifiques qui ont permis de reconstituer la peau de l'animal avec exactitude et générer des visuels qui sont scientifiquement justes, comme ceci. Pour les animations, on a travaillé avec un paléontologue de l'Université de Liège qui nous a guidés au niveau des mouvements par rapport au squelette des animaux et comment la probabilité elle était la plus importante pour le mouvement de ces animaux. Ensuite, ça donne ceci, c'est le travail de reconstitution. Ici, ce sont les références des paléontologues. Il y a eu beaucoup d'échanges et de discussions entre la science et les artistes pour commencer progressivement à recréer
les squelettes des animaux et l'enveloppe qui les entourait. C'est un travail de recherche qui a quand même duré plusieurs mois de travail. Au total, pour la création des espèces, on avait une équipe de 6 personnes pendant 6 mois qui ont travaillé à plein temps pour pouvoir les développer. Vous voyez ici les work in progress, l'avancement. Toutes les étapes de construction des espèces. Et au final, à partir de ce travail, on arrive à un jumeau numérique qui est scientifiquement approuvé par les paléontologues. Donc c'est un asset digital qui est aujourd'hui disponible et qui peut être réutilisé dans d'autres contextes ou d'autres formats. Au niveau de l'exploitation de ce type de projet, on peut s'immerger avec le casque, on peut utiliser des écrans LED pour faire des grands panoramiques. Ici, dans le cadre de l'exploitation au niveau du musée, la problématique, c'est qu'ils avaient un plafond très bas, donc on ne pouvait pas faire une projection de grande taille. Donc on a dû utiliser des écrans LED aussi par rapport à la luminosité de la pièce, qui n'était pas exploitable en termes de passage. Les gens passaient devant les projecteurs et ça créait de l'ombre sur les visuels, ce qui n'était pas adapté. Donc là, on a utilisé des écrans LED. Ensuite, on a fait des tests à Luxexpo sur une projection de 24 mètres avec la projection au sol, ce qui nous a permis de tester et de faire de la recherche sur comment, sans un casque de réalité virtuelle, comment en projetant une image et recouvrant le champ de vision à 180 degrés, quelle était la différence entre un casque de réalité virtuelle et une projection grand angle. Ça nous a permis de tester ça aussi sur les spectateurs et on a vu qu'entre un casque et une projection, les effets sont très comparables. Si on a suffisamment de qualité d'image au niveau de la projection, on a l'effet immersif tel qu'on peut l'avoir dans un casque, à condition que le champ de vision est suffisamment bien recouvert et qu'on a la projection au niveau du sol. Ensuite, on peut exploiter ces éléments à 360 degrés, ce qui est déjà plus complexe et plus onéreux. Et c'est un asset qui tourne dans une rille, donc c'est un petit écosystème de 50 mètres de profondeur où les animaux tournent en temps réel, donc on peut l'exploiter sur d'autres formats, par exemple pour d'autres projets qui viendront peut-être par la suite. Au niveau de l'immersion, pour vous illustrer le potentiel de l'immersion quand on fait une projection au niveau du sol, voici une petite démonstration. Voilà, on voit tout de suite les possibilités de ce type de technologie et d'utilisation. Ensuite, on est passé au POC pendant la période du Covid. Ça, c'était le premier POC qu'on a réalisé. Donc, c'est un écran de 24 mètres sur 6 mètres de haut. Et ça permet de visualiser des espèces qui ont disparu à l'échelle réelle. Alors, c'est très important aussi le fait qu'on se déplace dans l'image. On n'apprend pas... On ne mémorise pas de la même manière que si on est assis devant un écran. C'est beaucoup plus immersif, c'est beaucoup plus intense et c'est beaucoup plus intéressant. Ça, c'était le premier POC. Ensuite, on a testé aussi avec un autre projet qu'on avait réalisé pour le ministère de l'Environnement. C'était une forêt. On a fait un scan d'1 km² d'une forêt, on a optimisé ça dans une rille et on a reconstitué les 4 saisons. Ça tourne en temps réel et on a fait des essais, on a fait des tests dans la salle immersive pour voir quelles étaient les impressions.
Et Luxexpo nous a demandé, mais c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe si on fait un PowerPoint dans ce type de système? Comment est-ce que ça pourrait, qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Et on a testé, on a essayé, on a commencé à faire des premiers tests. Et puis on est passé à l'étape de fabrication, on a testé sur un événement réel. Et en fait, ça fonctionne vraiment bien parce que le champ de vision est recouvert, donc ça valorise énormément le sujet sur lequel on est en train de discuter. Et avec la projection au niveau du sol, on valorise aussi le speaker. Et donc, il y a tout un effet immersif aussi sur de la présentation plus industrielle ou plus sérieuse par rapport à un sujet. On passe à la deuxième étape, le cinéma XR. Ça, c'est les travaux de comment aujourd'hui, avec ces technologies-là, l'immersion, l'interaction, comment est-ce qu'on peut créer des expériences qui augmentent le scénario, qui augmentent les sensations, qui augmentent le sujet qu'on est en train d'expliquer. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, c'est la forêt qu'on a scannée. Et les retours étaient très positifs. Et donc, c'est de l'information spatialisée, hein, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans l'espace et explorer l'environnement. Le retour du public était vraiment très bon. Ça, c'est ce que vous voyez dans le casque. Donc c'est une forêt ici au Luxembourg, dans la forêt du Mullertal. Et on a, par des effets spéciaux, généré en un seul plan séquence les 4 saisons. Ensuite, pour comparer entre la technologie VR et la technologie projection, on est passé à un deuxième POC, où là on avait déjà plus de budget. Donc Luxexpo a quand même investi une dizaine de projecteurs. Donc il y a à peu près 8 projecteurs pour le sol et 2 projecteurs pour les 2 façades. Et là on arrive à un contraste qui est déjà beaucoup plus intéressant. Et ça c'était le POC numéro 2, où on a testé sur le public. Même projet, mais avec un export différent. Bon, c'était un succès, hein. Les gens ont vraiment bien aimé. Les 8 projecteurs pour le sol. Oui, c'est ça. Alors, si vous faites attention, au niveau, on ne voit pas beaucoup d'ombres, hein, parce qu'il y a beaucoup de superposition au niveau des projecteurs, ce qui permet d'atténuer les ombres au sol. Oui, en fait, dans ce type de technologie, le plus cher, c'est justement le sol. Parce qu'en fait, suivant la hauteur de votre plafond, on va utiliser des focales différentes pour projeter. Évidemment, une fois qu'on a créé l'asset dans Unreal Engine, on peut l'exporter vers différents formats ou implémenter des interactions, implémenter d'autres éléments. Mais ça demande plus de budget, plus de travail. Ceci, c'est pour le cinéma XR. Donc, ce sont des technologies aujourd'hui. L'industrie du cinéma se demande comment est-ce qu'on va intégrer de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on intègre cette technologie immersive pour raconter une histoire, comment est-ce qu'on arrive à accompagner un scénario grâce à ces nouvelles technologies. Donc c'est aujourd'hui en train d'être en plein développement. On est au tout début encore. C'est aussi comment le spectateur peut faire changer l'histoire. Exactement, oui. Et comment est-ce qu'on peut scénariser ces choix multiples. Donc on est plus proche d'un workflow de jeu vidéo, mais en gardant un aspect cinématographique et immersif, qui est quand même une approche différente aussi du jeu. Au niveau du cadrage aussi,
quand il y a toute une histoire au niveau du cadrage cinématographique. Ici, on repart de zéro parce qu'on ne peut pas faire un cadrage cinéma parce qu'on change trop d'échelle et on doit garder un rapport d'échelle relativement exact ici. Parce que si vous passez d'un plan sur un visage très focus à un plan large, vous allez avoir un visage immense et donc ce n'est pas cohérent par rapport à la narration. Donc la manière dont on raconte et dont on cadre l'histoire change aussi complètement. Et donc ce sont des approches aujourd'hui en recherche et développement. La troisième partie, c'est le feed digital. C'est comment, à partir d'un lieu physique existant, technologie, cinéma et jeux vidéo, et des éléments physiques, quand on mélange les trois, quel type d'expérience on peut générer. Donc on a eu la chance de collaborer, Intech a eu la chance de collaborer avec Superbien, qui est une agence de communication qui s'occupe de produits de haute marque. Ils font Dior, Chanel, c'est une entreprise qui est bien réputée par rapport à ça. Et donc ils nous ont demandé de collaborer avec eux sur le développement de ce projet-là. Alors je vous montre les premières étapes. Première étape, c'est repérage du lieu. C'était le lieu au tout début. Et on a commencé à réfléchir avec le client, mais quel type d'image on va placer à quel endroit pour essayer de créer cet environnement immersif. Ça, ce sont un peu les premières étapes. Ensuite vient la scénarisation. Comment on va raconter quelque chose par rapport à la limite budgétaire, à la limite technologique. Donc on fait de la visualisation scénaristique pour un peu mettre ça en image. Ça, c'était les premières étapes du projet. Ce sont des images que tu as générées avec Midjourney? Alors oui, aujourd'hui, la plupart, ce qui était difficile dans ce projet-là, c'est que la réalisatrice n'avait pas une idée claire, parce que le Superbien avait vendu les concepts aux clients sur des roughs d'images très, très vagues. Donc l'interprétation était très large. Et donc, on a travaillé énormément pour extraire exactement ce qu'ils voulaient pour chaque zone. Et donc, afin de pouvoir dialoguer avec eux rapidement, si on devait reconstituer des matte paintings pour chaque élément, ça nous, on va dire, à la main, un matte painter va mettre 3 jours, 4 jours pour créer une image. Et donc ici, avec l'IA, on peut générer 200 images par jour, plus ou moins. Donc ça permet d'envoyer un flux énorme de choix au client et de pouvoir extraire les choses qui l'intéressent le plus. Donc il prend un petit peu de là, un petit peu de là, un petit peu de là. Et moi, ça m'a permis d'essayer de comprendre exactement ce qu'il voulait. Tu es spécialiste de l'écriture des prompts. Ça devient un métier aujourd'hui. Depuis 6 mois, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Il y a des sociétés qui cherchent ce type de profil. Le résultat final. Oups. Ce n'est pas un projet qui était facile, parce qu'on avait des délais très courts, on avait 3 mois pour créer l'ensemble du projet. Mais grâce au travail d'équipe et grâce au fait qu'on était derrière le client, on a réussi à respecter les dates et livrer tout dans les temps. Il fallait quand même avoir une grosse qualité d'image en très peu de temps, donc c'était un travail qui était quand même très intense. Aujourd'hui, il y a 2 approches par rapport à ce type de techno. C'est comment on spatialise de l'information, et cette information spatialisée, comment est-ce qu'on interagit avec, par la voix, par le mouvement, par des interactions, par des devices. Et il y a 2 approches aujourd'hui. Il y a l'approche en projection et l'approche en réalité mixte. Il y a des standards qui sont en train de se développer en images.
Potentiellement, ici, on est plus dans un environnement collaboratif, où on n'a pas besoin de device et on interagit tout de suite avec les éléments. La problématique de ça, c'est que ce n'est pas transportable, ça doit être des environnements fixes, mais qui ont tout le potentiel de la réalité virtuelle par casque. C'est plus une technologie qui s'adresse aux musées, à des institutions, à des sociétés qui ont besoin de faire des présentations de leur technologie ou de leurs produits. Et la deuxième approche, c'est la réalité virtuelle telle que vous la connaissez, réalité mixte ou réalité augmentée. Voilà, ça c'est aujourd'hui les deux approches qu'on traite, qu'on explore pour développer des services et développer des projets qui peuvent avoir beaucoup de potentiel au niveau de la formation, de l'industrie, du cinéma. Enfin, il y a énormément de possibilités. Voilà.